Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne du serpi-officiel.be. Aujourd'hui, il sera question de mon livre « Les phénomènes inexpliqués en Belgique », sur laquelle beaucoup de questions ont été posées et sur lesquelles, évidemment, je vais vous apporter des réponses. Mais avant tout, il faut que je vous dise qu'aujourd'hui, eh bien, on va avoir droit à une vidéo un peu hors norme parce qu'il fait étouffant. Ici, pour le moment, la température est environ de 30 à 35 degrés. Il n'y a pas de clim. La fenêtre est ouverte pour avoir un peu d'air, mais bon, comme c'est une route très fréquentée, il risque d'y avoir pas mal d'interférences. Il y a bien un ventilateur aussi, mais ça ferait des interférences en plus. Alors bon, sur le niveau visuel, ça ne le ferait pas tellement si au bout de moins de 3 minutes, vous commenciez à me voir dégouliner ou des taches sombres apparaître sur mon t-shirt, ça ne le ferait pas vraiment. Donc voilà, on va utiliser un petit système basé sur des instantanés. Bah oui, voilà, il n'y a pas de raison que je vous mente pas à propos des affaires importantes. Il n'y a donc pas de raison que je vous mente pour les détails. Donc voilà, on va procéder à une pseudo-interview, mais avec de véritables réponses. Vous êtes prêts? On y va, allons-y. Voilà, alors rapidement, au niveau technique, le livre « Les phénomènes inexpliqués en Belgique » est sorti en 2011. Aux éditions Jourdan de la collection Obscuria qui à l'époque était dirigée par monsieur Eric Timmermans. C'est un livre de 347 pages, donc c'est quand même déjà une belle brique et je préfère vous dire tout de suite qu'en ce qui concerne la couverture, eh bien je n'ai strictement rien eu à dire. En tant qu'écrivain, on ne fait pas ce qu'on veut. Alors, je vais me permettre de vous lire juste l'introduction, puisque de toute façon, elle est également présente dans notre site internet serpi-officiel.be. Ça permettra de situer un petit peu le sujet, de comprendre les motivations et de voir un petit peu de quoi il s'agit lorsque l'on parle du serpi. Alors, où en sommes-nous à l'heure actuelle en matière de parapsychologie? L'étude de l'inexpliqué est-elle déplacée dans un monde où les découvertes scientifiques se succèdent? Le mystère est-il un condamné en sursis face à la montée des connaissances humaines? L'au-delà et les mondes parallèles ne sont-ils issus que de croyances vieillottes ou de sottes superstitions ne reposant sur aucune base sérieuse? C'est ce qu'affirment les sceptiques, et c'est vrai que les vétustes maisons, prétendues hantées, cèdent progressivement la place aux immeubles modernes. Nombre de faits extraordinaires, hier encore, trouvent aujourd'hui leurs explications sans recours aux fantômes ou autres démons. Apparemment, les vampires, poltergeists, dames blanches, revenants et autres médiums n'ont qu'à bien se tenir. Surnaturel, paranormal, lieux hantés ou soucoupes volantes, les ovnis, finiront aux oubliettes. Pourtant, de nos jours encore, de grandes puissances allouent des sommes phénoménales à l'étude des facultés extrasensorielles, les phénomènes PES, la psychokinèse, la télépathie, à des fins d'espionnage ou pour s'octroyer des avantages en cas de conflit armé. Face à une incroyable recrudescence des cas de possession démoniaque, le Vatican forme des exorcistes à tour de bras, tout en reconnaissant la partie psy. Parallèlement, le christianisme, vacillant sous les coups de boutoir du code da Vinci, des découvertes de Qumran ou de Nag Hammadi, laisse la place à de nouvelles interrogations, des situations révolutionnaires, dérangeantes tant sur le plan historique que confessionnel. S'il existe actuellement de plus en plus de personnes cartésiennes, athées, sceptiques ou simplement indifférentes, en revanche, sectes et gourous s'en donnent encore à cœur joie, des mystificateurs de tout poil se manifestent encore tous azimuts, l'exercice illégal de la médecine est encore monnaie courante et la liste des calamités serait aussi longue que celle des victimes. Il suffit de consulter la grande toile pour remarquer que le domaine de l'inexpliqué n'est nullement à bout de souffle, qu'il a au contraire encore bien des années de gloire devant lui, et ce, en dépit d'innombrables documents falsifiés, de prétentions sans fondement ou d'idées complètement loufoques. Les affirmations y sont quelquefois tellement convaincantes, a priori, qu'il devient difficile de laisser parler le libre arbitre et de faire le point. La Belgique, avec son territoire grand comme un mouchoir de poche, joue-t-elle un rôle négligeable en la matière, comme beaucoup le supposent généralement, en faisant prioritairement référence aux géants limitrophes ou aux grandes puissances? La dissolution de la célèbre SOBEPS a-t-elle sonné le glas de l'étude ufologique au pays de Jacques Brel?
La fameuse vague d'OVNI a-t-elle constitué le seul événement belge marquant au niveau mondial ou en existe-t-il d'autres, connus ou moins connus, ou pire encore, qui étaient occultés par des autorités? Au fait, à ce sujet, qu'en est-il des informations qui nous parviennent, info ou intox, information ou désinformation? Avant toute chose, existe-t-il seulement encore en Belgique un organisme qui soit à même de répondre objectivement à ces questions? Le CERPI n'a pas la prétention d'avoir réponse à tout ni de détenir la clé de tous les mystères, mais le CERPI s'est donné pour tâche d'étudier sérieusement tout ce qui de près ou de loin pouvait paraître bizarre, étrange, incroyable, inexplicable ou inexpliqué. Il s'est donné des principes, un mode de travail extrêmement rigoureux, afin de ne laisser aucune place au hasard ou à la supercherie. Il s'est également donné des moyens puissants afin d'arriver à ses fins. À l'attention de ceux qui seraient encore dans l'ignorance, le CERPI, c'est le Centre d'études et de recherche sur les phénomènes inexpliqués. Il est bien connu des amateurs de l'étrange, du surnaturel, du paranormal et de l'ufologie. Les connaisseurs savent déjà pertinemment bien qu'il s'agit d'un groupement sérieux, indépendant de toute obédience religieuse, politique ou autre, non sectaire, et que son staff, loin d'être composé d'illuminés ou d'affabulateurs, s'appuie non seulement sur une expérience plus que trentenaire, mais également sur une approche résolument scientifique, cartésienne, logique. Il ne peut y être question de voir la queue du diable partout ou d'y crier aux fantômes au moindre courant d'air. Désormais, l'influence du CERPI a largement dépassé nos frontières et il collabore avec de grandes associations traitant de tous les sujets en rapport avec le mystère, l'inconnu, l'incompréhensible ou l'insaisissable. Que ce soit à visière découverte ou dans l'anonymat, de grands noms de l'étude de l'inexpliqué, sous toutes ses formes, en sont membres ou correspondants ou évoluent de près ou de loin sous son acronyme. Je reviens ici quelques instants en direct pour répondre à votre question et pour y répondre par l'affirmative. Parce qu'en réalisant cette chaîne de vidéos, donc pour le cerpi-officiel.be, je me suis donné pour but de répondre avec un maximum d'authenticité et de sincérité à toutes les questions et sans langue de bois, comme on dirait dans le langage politique. Donc, en fait, on verra bien si vous posez des questions vaches, qui sera le plus vache? Celui qui pose des questions ou celui qui donne les réponses? Bon, alors tant pis si je dégouline, mais je reviendrai à vous à chaque fois que je considérerai que la question est assez vache que pour pouvoir le justifier. Donc, alors, pourquoi avoir voulu écrire un livre sur les phénomènes inexpliqués en Belgique? Si ça porte sur la Belgique, la réponse est simple, tout simplement parce que je suis belge, que je réside en Belgique, et que la Belgique, d'autre part, malgré l'étroitesse de son territoire, est largement assez riche en événements, en légendes et en traits au surnaturel, au paranormal, à l'ufologie, que pour pouvoir écrire un livre sur le sujet. Alors, recherche de célébrité, certainement pas. Parce que, je vais vous dire franchement, j'en ai rien à cirer de la célébrité. Ce qui est important, c'est la transmission de la connaissance. Parce que la connaissance ne sert à rien si elle n'est pas communiquée. L'appât du gain, là aussi, je vais vous répondre franchement. J'ai participé avec plaisir d'ailleurs, à une expérience. C'était surtout ça. Participer à une expérience un peu hors du commun, la réalisation d'un livre. Mais, donc, en fait, je n'excluais pas le plaisir de pouvoir donc faire bouillir la marmite, comme on dit, ou bien donc arrondir un petit peu les fins de mois, mais surtout de pouvoir approvisionner la caisse du CERPI. Ne l'oublions pas, et ça c'était surtout le plus important, puisque le CERPI est bénévole. Il avait besoin de ce genre de choses. Maintenant, il y a une autre façon de répondre à votre question, à laquelle ça porte sur les phénomènes inexpliqués en Belgique, mais pourquoi avoir voulu écrire un livre là-dessus? Justement, je n'ai rien voulu du tout. Alors ça va certainement susciter une autre question. Expliquez-vous. Eh bien oui,
quand une personne désire écrire un livre, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se met à l'écrire. Si elle a des idées et tout, elle fait ce qu'on appelle un manuscrit, ou plus exactement un tapuscrit. Et puis, elle s'en va sonner à toutes les portes des éditeurs en espérant se faire éditer, se faire imprimer. Mais ça n'a pas été le cas du tout en ce qui me concerne. Moi, je n'ai rien demandé à personne. En fait, c'est une maison d'édition qui s'est adressée à moi pour me proposer d'écrire un livre, et pas le contraire. Encore que, au départ, il ne s'agissait même pas non plus de phénomènes inexpliqués, mais de la guerre 39-45. Et là, il faut encore que je vous réponde, franchement aussi. Vous savez, par le biais des vidéos précédentes, que la guerre 39-45 est un petit peu mon dada. J'ai lu énormément de livres à ce sujet, j'ai vu des documentaires, j'ai visité des trucs, enfin bref. Donc, oui, je peux en parler, je connais le sujet. Mais en matière de témoignage, j'estimais que ce n'était pas à moi de le faire. Moi qui suis né en 58, c'est-à-dire 13 ans après la guerre, ça aurait été quelque part, si vous voulez, un peu une imposture de ma part. Je trouvais que c'était d'autres personnes qui avaient réellement vécu cette guerre que revenait le droit de pouvoir exprimer ces choses. Toujours un souci d'authenticité. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, alors ça, c'est vraiment pas difficile à expliquer. Donc, je lui ai dit exactement la même chose que ce que je viens de vous signaler. Et je l'ai invité à consulter le site du CERPI, en me présentant comme son représentant, comme son président que je suis. Donc, il a constaté que non seulement les textes étaient bien écrits, mais en plus que, grosso modo, dans les grandes lignes, on va dire, il suffirait pratiquement de faire un copier-coller pour obtenir un résultat valable. Bon, en réalité, évidemment, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il ne s'agit pas du tout de faire simplement un copier-coller. Je vais vous faire grâce de toutes les explications sur les arrangements, sur le choix des textes, sur la documentation qu'il faut chercher pour étoffer les sujets abordés, etc., rendre cela présentable dans un style correct, etc., etc. Alors ça, c'est pas vraiment une question vache, mais ce serait plutôt une question indiscrète. Parce que moi, je ne vous demande pas combien vous touchez, ce que vous avez au bout du mois sur votre salaire. Mais je vais quand même répondre à votre question, et franchement d'ailleurs, et franchement, je n'en sais plus rien du tout. J'ai complètement oublié le montant que j'ai touché pour mes droits d'auteur. C'est vous dire si ça m'a bouleversé. Pour vous parler du jour aussi franchement, ça a été une déception, parce que quand même, sans que je ne m'attende à des 100 et des 1000, j'espérais quand même un peu plus. Bon, mais pour tout vous dire, lorsque j'ai touché l'argent de mes droits d'auteur, ça n'a pas bouleversé ma vie. On a connu un mois assez agréable, mais c'est pas pour ça que j'ai revendu ma vieille cacahuète et que je me suis acheté une Ferrari. C'est pas pour ça non plus qu'on est parti pendant 15 jours en Égypte. Hein, donc vous voyez, néanmoins, je considère donc que l'expérience a été positive. C'était quelque chose qu'il fallait faire une fois dans sa vie, et je l'ai fait. Et ça a quand même contribué, dans une certaine mesure, à véhiculer une image du Serpi, pas toujours non plus d'ailleurs celle que j'aurais voulu. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, ça c'est absolument vrai. À la sortie de mon livre, celui-ci a fait l'objet d'une critique pour le moins acerbe, de la part essentiellement d'une chaîne télévisée belge, qui ne m'a pas raté non plus, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas raté non plus ma maison d'édition en prétendant que celle-ci était peu soucieuse de l'authenticité de ce qui était écrit dans ses livres, pour autant que ça rapporte, parce que le surnaturel, ça fait vendre. Alors, la première chose que je peux dire à ce sujet, et je vais y répondre calmement en fait, parce que euh, donc les personnes qui ont formulé cette accusation quant à un livre qui serait truffé de mensonges ferait bien de se regarder dans un miroir avant de parler des mensonges des autres et un petit peu voir de son côté, de son côté de la barrière, ce qui se passe. Parce que en fait, donc l'accusation portait sur le livre en général. Et là, de ce côté-là,
j'ai pas vraiment de vergogne, parce que c'est amusant. Entre le moment de la sortie et le moment actuel où je vous parle, plusieurs points qui paraissaient nébuleux dans mon livre, et dont on aurait donc pu douter de l'authenticité, ont été vérifiés entre-temps. Il en va notamment ainsi d'une base secrète que j'évoquais et que je situais dans le sud de la Belgique, on va dire ça comme ça. Voilà, donc on laissait supposer que ça pouvait émaner de l'imagination débordante d'un auteur en mode de science-fiction ou qui aurait consommé trop de champignons hallucinogènes. Entre-temps, eh bien, il se fait que cette base, notamment, on a tout à fait pu avérer de son existence. Non seulement elle existe, mais en plus maintenant elle se visite. Vous pouvez la visiter. Il y a des photos sur Internet. Voilà, c'est devenu une réalité sûre et certaine. À d'autres propos, ce que j'ai avancé dans mon livre a été corroboré pleinement par des scientifiques et, qui plus est, par des biais différents. Donc, de ce côté-là, moi, je suis tranquille, je peux me regarder dans un miroir sans risque qu'il explose. Je peux me poser des questions, je peux me permettre d'aller dans la rue, moi, je n'ai aucun problème. Je peux répondre à toutes les questions, puisque tout est vérifiable. Mais en ce qui concerne un chapitre en particulier, là, c'est surtout là que l'accusation se faisait la plus pesante. Et il faut savoir que, bon, donc, il y a un reportage télévisé qui est à la source de cette critique que j'ai qualifiée d'acerbe. Ce reportage, justement, constitue, à mes yeux en tout cas, un scandale monumental, une honte déontologique. Parce que, on reprend donc une affaire que j'expose dans mon livre, on essaye de refaire l'histoire, de gratter un petit peu le vernis, de voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. On s'adresse à des sceptiques, on s'adresse à des témoins, et puis on en fait une grande soupe, on trafique, on oublie certains arguments, on en néglige complètement certains autres qui pourtant ont été communiqués à heure et à temps et qui donc devaient pouvoir permettre aux journalistes concernés de rectifier le tir eux-mêmes à la seule condition d'avoir la bonne foi d'admettre que, malgré tout, j'avais raison. Ils ne l'ont pas fait, et au contraire, ils ont propagé leur mensonge à propos de ce qui, de mon côté, concernait donc une vérité. Ils ont propagé leur mensonge, non pas dans toute la Belgique, hein, ça a été diffusé en Belgique dans un premier temps, oui, avec une rediffusion d'ailleurs pour ceux qui auraient raté la première, et un placement en archive de surcroît pour être bien sûr que tout le monde puisse en prendre connaissance. Mais en plus, donc, ça a été diffusé et rediffusé en Suisse, en France, au Canada, partout, dans toute la francophonie, et d'ailleurs, puisque ça figure encore sur Internet, même encore à l'heure actuelle, chacun peut en prendre connaissance sans aucun problème. Voilà, à toutes ces assertions, je pense avoir, à l'heure actuelle, répondu par A plus B, avoir démontré complètement que j'avais totalement raison, et que j'avais totalement raison de A à Z. Donc, je n'ai aucune raison d'être honteux. La honte, c'est pas chez moi qu'elle se trouve, c'est chez mes accusateurs. Avoir de l'aversion pour la totalité du milieu journalistique serait un non-sens qui relèverait d'une généralisation abusive. En effet, dans le cas qu'on a évoqué précédemment, il s'agit on va dire, d'une équipe télévisée, et non pas de la totalité du milieu journalistique, non pas de la totalité non plus de la chaîne dont ils ressortent. Je veux dire par là que donc il ne faut pas mettre tous les journalistes dans le même panier. Il y en a qui font correctement leur travail, qui ont le souci de leur déontologie, qui sont sympathiques, qui travaillent correctement, qui sont objectifs, avec lesquels je n'ai eu aucun problème, et même des contacts très agréables, dont on n'a pas à se plaindre. Donc, bref, voilà, accuser la totalité du milieu journalistique, ce ne serait pas correct. Ce n'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses qu'il faut démolir tout le troupeau. Voilà.
Néanmoins, je reste rempli de hargne et de rancune à l'égard de ce fait que j'ai pu constater par moi-même et avec certains de mes collaborateurs. Le fait est là, c'est que certains journalistes sont parfaitement capables de désinformer complètement la population, alors qu'ils sont parfaitement conscients de leurs mensonges. Alors que faut-il entendre par là? Soit ils sont animés d'a priorisme, de mauvaise foi absolument crasse, soit ils sont partis dans une optique avec des œillères épouvantables, soit il existe certains milieux qui tirent les ficelles et qui régissent les agissements de ces médias en question. Autrement dit, un certain pouvoir exercerait son autorité sur certains journalistes. Ce que je vous avance ici, peut-être pas au niveau du mécanisme, mais au niveau des journalistes, est donc une réalité que j'ai pu constater par moi-même, je vous le rappelle. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Tout ce que vous entendez de la part des journalistes n'est pas forcément la vérité, et la désinformation existe. Elle existe bel et bien, j'en suis l'un des témoins vivants. Je le dis, je le répète, je le maintiens, persiste et signe. Bon, et bien alors là, si vous pensez que j'exagère en la matière, eh bien ce sera à vous de juger sur base de la petite liste que je vous ai préparée ici. Mais donc forcément, à ce moment-là, il faudra que vous acceptiez que je remette mes lunettes parce que, ben, comme vous le savez, sans mes lunettes, je ne sais rien lire. Mais j'ai pas besoin de lunettes ici dans l'immédiat pour rappeler un premier point, c'est que en matière d'émissions, d'ailleurs, je n'ai pas dû attendre l'avènement du CERPI pour pouvoir réaliser même moi-même des émissions. Parce qu'avant donc la version actuelle du circuit, c'est-à-dire au temps où celui-ci s'appelait encore le GESO, donc c'était aux alentours des années 80, j'étais déjà radiolibriste et je présentais moi-même des émissions radio, l'émission Bizarrement Vôtre d'ailleurs, sur 2 radios locales dans la ville de Lessines. C'était Radio Lessines Inter et SIL, c'est-à-dire la station indépendante lessinoise. Bon, Radio Lessines Inter a été absorbé, je crois, par Nostalgie, si je ne m'abuse, tandis que SIL a disparu avec la réglementation sur la distribution des fréquences radio, voilà, comme tant d'autres d'ailleurs. Bon, alors c'est vrai quand même, il faut dire, faut bien l'avouer que l'existence du CERPI s'est déroulée pendant de nombreuses années sans médiatisation particulière et tout a changé en 2009, je le dis de mémoire, à partir de la fameuse conférence, ou de l'ensemble de conférences, la réunion, disons, qui avait eu lieu à Bruxelles, à la un établissement, le Dynastie, qui rassemblait pour cette occasion donc la plupart des chefs de file des associations d'études de l'inexpliqué en Belgique, mais également en France, puisqu'on y trouvait comme invité d'honneur un certain monsieur Gérard Lebas, que je salue au passage, et qui se trouve être non seulement un ressortissant français, mais également un monstre de l'ufologie. Quand je dis monstre, c'est évidemment dans le bon sens du terme, et c'est également l'un des fondateurs de l'Académie française d'ufologie à laquelle j'appartiens. Donc, ce sont quand même déjà quelques petites références. À partir de là, eh bien, les choses allaient changer, notamment parce que au cours de cette conférence, fait également la connaissance de monsieur Jean-Marie Thesmoin, feu Jean-Marie Thesmoin, puisque hélas il est décédé entre-temps, qui était lui-même journaliste et qui m'a branché sur l'affaire d'Arquatripon. Alors donc ici je vais quand même mettre mes lunettes, et avant ça peut-être vous parler d'une émission à laquelle j'ai bel et bien participé sur Bell RTL. C'était l'émission Beaufix en compagnie d'un certain Jean-Michel Zeka. Oui, ce même animateur bien connu qui présente le 71, qui a présenté des émissions telles que Miss Belgique par exemple, qui a participé à un nombre de gags, etc., et qui évolue encore actuellement donc à la radio. Bon donc, nous avons également connu des expériences moins bonnes, moins porteuses, et notamment je suis bien obligé de le dire, c'était sur Énergie, où donc là ça se passait par téléphone, j'étais interviewé par téléphone,
et malgré ce qui avait été prévu donc comme ligne de conduite pour l'émission, eh bien, on s'est rendu compte qu'on avait affaire à, à des, à des jeunes animateurs probablement qui présentaient les choses pour des jeunes et qui avaient hélas tendance à vite passer en dessous de la ceinture. Donc, eh bien là, je n'ai fait ni une ni deux, j'ai tout simplement quitté l'émission en cours de route. Pas de chance avec Énergie, puisque lors d'un cas rencontré en Hainaut, un cas de poltergeist enfin de poltergeist présumé en tout cas, assez important, nous avions la possibilité de réaliser un reportage avec Énergie 12 donc, et pour cette occasion, j'avais prévu de faire intervenir une chamane qui allait présenter l'un de ses rituels. Le cas était sévère parce que la principale intéressée présentait des marques de griffes réalisées donc par probablement une entité quelconque à déterminer. Et la chamane, pour pouvoir assister à cette émission, à ce reportage, avait reporté ou annulé son voyage à Tenerife. Et le jour même de l'émission, nous avons reçu un mail nous disant que cette émission avait été supprimée parce qu'elle ne respectait pas la ligne de conduite. En fait, donc, on évoquait notamment l'existence de scarification. Alors là, bon, ça c'est un bien grand mot. Je rappelle qu'il s'agissait simplement de griffes dans le dos de cette dame. C'était des griffes sanguinolentes, c'est vrai, donc quand même un certain côté assez spectaculaire, mais par rapport à ce qu'on voit de manière très coutumière à la télévision, ça représente peu de choses. C'est un petit peu comme si maintenant on vous montrait une dame en mini-jupe et qu'on évoquait l'indécence pour la nudité, alors qu'il est bien connu que dans la plupart des publicités maintenant, il est fréquent de voir des hommes et des femmes en état de nudité pratiquement complète. Donc, prétexte complètement fallacieux. Alors bon, dans les bonnes expériences, on peut quand même citer celle de TF1 dans les 30 histoires les plus extraordinaires. Il y a eu donc au niveau de TNT ou N23 le reportage réalisé par Anne Moya, c'est également un très bon souvenir, c'était dans les dossiers du surnaturel. Bon souvenir également que celui du reportage réalisé par Nos Télé en Belgique avec Cathy Fievet. Au niveau des articles de presse, bien, on a eu des articles dans Sud Presse, notamment de l'affaire de Petit Rechin, une affaire pour laquelle j'avais d'ailleurs été contacté par un autre journaliste bien connu chez BRTL, c'est monsieur Samuel Ledoux. Il y a bien entendu aussi eu cette fameuse émission Mascarade ou Carnage que j'ai évoqué précédemment, et là je ne citerai pas le nom de la chaîne en question parce que je considère tout simplement qu'elle ne mérite absolument aucune publicité. Au niveau des journaux, on peut citer l'avenir.net, l'ADH par exemple également. Au niveau des radios, bien, il y a eu par exemple aussi Pacific FM dans la région de Tournai et Max FM dans la région de Hatt. Ici, je n'ai fait qu'un petit tour d'horizon, il y en a certainement que j'ai oublié, des cas dans lesquels eh bien, des propositions de reportage nous ont été faites et où j'ai tout simplement refusé. J'ai notamment refusé une invitation d'un reportage auprès d'un certain De Chavannes. Voilà, bon, mais c'était mon choix. Il y a également des occurrences dans lesquelles je suis intervenu auprès des journalistes pour intervenir pour des tiers. Ça a été notamment le cas de Rudy Cambier lorsque les autorités avaient décidé enfin de fouiller à la recherche du trésor des Templiers. Sauf que lorsqu'ils avaient commencé à creuser, eh bien, il n'était pas du tout à la bonne place. Alors, bien, j'ai rameuté la plupart des journalistes et apparemment l'opération a été couronnée de succès. Voilà, bon, donc c'est une petite liste qui n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais je pense que ça donne quand même déjà un bon éventail. Et je pense que, bah oui, le domaine journalistique, je connais quand même au moins un peu. Bon, permettez-moi de revenir un instant sur cette question avec justement l'un des points que j'ai oublié. C'est un peu anecdotique, en fait, et vous allez comprendre directement pourquoi. Ça se passait, je crois, vers l'année 2010, où donc on se trouvait dans les studios de KNTV. Là s'est déroulée toute la préparation
d'un reportage, la préparation d'une émission, et j'ai eu la chance d'être interviewé par Barbara Gandolfi, qui à l'époque était la compagne de Jean-Paul Belmondo. Alors pour me donner la réplique, il y avait un certain Pierre Baille, que les personnes, disons, d'un certain âge quand même connaissent mieux comme étant l'ancien Monsieur Météo de la station. M'accompagnait également Madame Esmeralda Bernard, qui est la présidente de l'association Delta Blanc, qui prêche donc une déontologie correcte en matière de médiumnité. Et pour rester dans le domaine de la médiumnité, j'étais également accompagné de Monsieur Pascal Riolo, qui est un médium célèbre. Et il y avait également donc Marine Berger, qui, elle, traitait du domaine de la TCI, c'est-à-dire de la transcommunication instrumentale. Voilà, c'était une petite ajoute. Il faut préciser que donc ce reportage a bien été préparé, donc tout était rassemblé. Il y avait animateurs, invités, services techniques, perchistes, caméraman, tout ce que vous voulez. On a même essayé de me maquiller. Je me souviens d'ailleurs d'une maquilleuse qui est arrivée en disant: Monsieur, il faut quand même un petit peu de maquillage, un petit peu, parce que vous accrochez avec de la lumière. Et bon, je l'ai accepté, mais c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, bon, j'aime vraiment pas ça du tout, il faut le dire. Et donc, en fait, l'émission n'a jamais été diffusée. Voilà, c'était la petite précision en matière d'aventure journalistique. Voilà. Bon, ça, c'est une question qui m'a déjà été posée par des journalistes qui, d'ailleurs, se sont montrés beaucoup plus virulents en la circonstance et qui ont prétendu, notamment, que les laboratoires de recherche du CERPI étaient pure invention, que les scientifiques n'existaient pas, et que le centre informatique de premier ordre était uniquement composé, disait-il, d'un ordi portable qui, d'ailleurs, il situait dans la cuisine. La réalité est évidemment tout autre, parce que sinon, évidemment, on n'irait pas loin avec ça. Mais on va essayer de distinguer toutes les possibilités de confusion en la matière, des confusions qui se présentent quand même assez souvent, j'ai déjà remarqué. Donc il y a des gens qui s'imaginent parfois que le CERPI est une grande boîte et il faut justement éviter d'imaginer que le CERPI soit abrité dans un immense, un gigantesque building avec une enseigne composée de lettres de 5 mètres de hauteur, avec une façade donnant sur une baie vitrée avec des hôtesses d'accueil, et puis après d'interminables couloirs qui donneraient sur des portes amenant d'un côté au laboratoire de recherche du CERPI, de l'autre à son centre informatique de premier ordre, et puis après derrière on aurait encore des salles de conférence, et que sais-je. Bon, il ne faut pas rêver évidemment, parce que le CERPI est d'abord un organisme bénévole. Nous n'avons pas non plus de subside de qui que ce soit. Donc, ce genre d'édifice est évidemment complètement à exclure. De toute façon, la structure du groupement ne se présente pas non plus en un bloc. C'est un ensemble d'unités qui s'articulent autour d'un axe qu'on appelle le noyau dur. Dans ce noyau dur se trouvent tout de même une cinquantaine de personnes qui sont donc les fondateurs, les membres qui sont là depuis de longue date et qui font un petit peu partie des meubles, si vous voulez. Et au sujet des laboratoires de recherche, évidemment, nous ne sommes pas propriétaires des laboratoires en question. Ce serait impossible, d'autant plus que ce sont des bâtiments qui coûtent très cher et qui doivent être animés par des personnes, personnel qualifié qu'il s'agirait de payer, et le CERPI n'a évidemment pas les moyens d'assurer ce genre de choses. Ça, c'est facile à comprendre. Mais alors, s'agirait-il d'un mensonge? Certainement pas. Le CERPI peut disposer, mais je vais mettre disposer entre guillemets, parce que ceux-ci gardent évidemment toute leur indépendance, peut, disons, avoir recours, dans certains cas, et sporadiquement, à des laboratoires de recherche spécialisés dans différentes disciplines. Comment cela se fait-il? C'est simple. Le CERPI existe depuis une quarantaine d'années. Sur ce temps-là, j'ai largement eu l'occasion de faire connaissance des uns et des autres spécialistes de telle ou telle discipline qui ont effectivement leur laboratoire de recherche avec pignon sur rue. C'est bien connu, c'est officiel, il n'y a aucun problème. Et ces gens, à l'occasion, il ne faudrait pas qu'on vienne tous les jours pour leur demander
une faveur, je veux dire, mais sont disposés à nous rendre des services. C'est dans cette mesure-là qu'il faut comprendre donc l'existence de ces laboratoires, au pluriel donc, de recherche qui ne font pas partie intégrante du CERPI, qui ne lui appartiennent pas, mais qui travaillent sporadiquement en collaboration avec ces activités, sans toutefois pouvoir reconnaître que leur travail scientifique fait suite à une enquête menée dans le domaine de l'inexpliqué, les ovnis, les fantômes, etc. Ce sont des scientifiques et... D'abord, je reviendrai sur ce sujet, vous comprendrez mieux. On peut citer un exemple pour situer un petit peu mieux la position en question. Lors d'une investigation sur l'île Roulant dans la capitale belge, il s'agissait d'ailleurs d'une maison où apparemment du sang coulait des murs. J'avais eu recours à l'un des scientifiques en question qui m'avait dit « Oui, mais écoute, il n'y a pas de problème, vous allez recevoir le matériel de prélèvement, nous procéderons à l'analyse en question sur le sang, et nous pourrons vous déterminer de manière tout à fait sûre et certaine s'il s'agit de sang humain ou de sang animal. » Je suis persuadé d'ailleurs que si j'avais demandé de déterminer également le groupe sanguin et le facteur Rhésus, ça n'aurait guère posé de problème. Tout cela donc gratuitement. Voilà un exemple donc d'activité menée en laboratoire. Pour les scientifiques, je maintiens, persiste et signe qu'il y a bien au CERPI des scientifiques. Donc j'ai insisté sur le des pour bien signifier le pluriel. C'est-à-dire que, bon, parce qu'on peut toujours me dire à partir de 2, c'est aussi le pluriel. Hein. Non, non, il y en a toute une série et ils représentent la plupart des disciplines scientifiques. Donc on parle en termes de physique, de chimie, de biologie, de mathématiques, d'astronomie, etc. Toutefois, il y a un problème et un paradoxe avec ces scientifiques. C'est que, je dirais que par définition, les scientifiques sont très prudents lorsqu'il s'agit de prendre position en matière de phénomènes inexpliqués, que ce soit l'ufologie, le surnaturel, le paranormal, peut-être encore plus le surnaturel, puisque là il est question de Dieu, hein, ou en tout cas de foi, mais soit. Il se fait que, en l'occurrence, il en va de leur carrière, il en va de leur réputation, il en va de leur crédibilité. Et s'aventurer à mettre leur nom en dessous d'une étude ou d'une prise de position un peu scabreuse, qui les mettrait en difficulté par rapport à leur discipline, pourrait avoir des conséquences énormes, catastrophiques sur la suite de leur carrière, leur position, leur train de vie, etc. Donc il est facile de comprendre pourquoi la plupart d'entre eux hésitent et préfèrent se montrer discrets. Alors ils interviennent pourtant, ils interviennent cependant discrètement, ils nous donnent des conseils, ils nous donnent leur avis, ils interviennent dans nos investigations parfois aussi pour nous dire voilà, tel ou tel point scientifique, là ça marche pas. Par exemple, les câbles à haute tension au-dessus de la maison d'Arquatripon, ça ne pouvait pas marcher au niveau d'une influence électromagnétique, etc. Et non seulement il y avait le point de vue scientifique, mais en plus il y avait un point de vue logique qui était tout à fait défendable. Parce que si ces câbles à haute tension provoquaient des phénomènes de type poltergeist, simplement parce qu'ils passaient au-dessus d'une maison, alors on serait en droit d'imaginer qu'on pourrait rencontrer le même phénomène dans des tas de maisons de par le monde, parce qu'il y a des tas de maisons de par le monde qui sont surplombées par des câbles à haute tension, et pourtant, évidemment, il ne se passe rien dans ces maisons. Voilà, donc l'intervention des sceptiques, pas des sceptiques, des scientifiques, pardon. Je viens d'en parler, reste à parler du centre informatique de premier ordre, mais là aussi, donc ça dépend de la structure. Si on imagine une grande salle avec 250 ordinateurs, un écran plat qui fait plusieurs mètres sur un mur et ce genre de choses, on est complètement à côté de la plaque. On est aussi à côté de la plaque si on imagine simplement un petit portable dans une cuisine. La réalité est tout autre. Le CERPI, c'est un groupement, c'est un ensemble de partenaires et c'est un ensemble d'unités. Il ne se résume pas à un bloc.
Il est éparpillé un peu partout en Belgique, et c'est son ensemble qui fonctionne en réseau qui constitue le centre, encore que là, le mot évidemment prête à confusion, informatique de premier ordre. Et je peux vous garantir que parmi les ordinateurs en question, on est loin de ne compter que de petits portables. Il y a bel et bien de grosses tours avec comme on dit, des bêtes, c'est-à-dire que bon, ce sont des ordi qui ont de la puissance, qui ont de la mémoire, qui ont des logiciels, etc., et donc qui fonctionnent particulièrement bien, avec en plus des services spéciaux de sauvegarde, de maintenance, etc. Voilà, donc c'est plutôt bien foutu, mais ça ne se présente pas comme certains se l'imaginent, ni d'un côté idéal, ni non plus d'un côté minimaliste. Voilà, j'espère donc avoir bien fait la part des choses en la matière. Mais c'est assez facile à expliquer, ce paradoxe, parce qu'en fait, la plupart des associations de recherche en matière de phénomènes inexpliqués seraient, je crois, très heureuses de pouvoir disposer, en leur rang, de scientifiques. Parce que, évidemment, ça fait plus sérieux, parce que ça rend des services, mais, d'un autre côté, euh, s'ils peuvent effectivement agir en coulisses, comme en revanche ils répugnent à s'impliquer, à se montrer au grand jour, à poser leur signature, à ce que l'on fasse référence à leur nom pour les questions de prudence que je viens d'évoquer, eh bien donc c'est utile, oui, mais jusqu'à un certain point, et dans certaines occurrences, ça peut même s'avérer assez ralent quand on a ce qu'il faut, on n'attend plus que le fait que ça puisse être corroboré de manière officielle par tel ou tel scientifique, et là, c'est non, ça va pas, ça bloque. Voilà. Non, en aucune façon d'ailleurs. Et c'est heureux parce que, au moment des faits, mon livre allait sortir et se retrouver sur les rayons des librairies. Donc ça aurait été assez bien embêtant. Mais non, tout simplement déjà pour une bonne raison, c'est que mon livre est loin de ne traiter que l'ufologie, euh, la partie ufologique n'allant que de la page 289 à la page 347, autrement dit, ça fait 58 pages qui étaient consacrées à l'ufologie. Le cas échéant, il aurait fallu corriger que cette petite partie. Mais il n'en est pas en être question, comme j'ai pu l'exposer d'ailleurs sur Europe 1, et voilà encore un exemple de communication journalistique que je vais oublier dans mon énumération précédemment. Parce que, en fait, cette fameuse supercherie de Petit Rechin, le cas de la fameuse maquette de frigolite, pour lequel je reste malgré tout dubitatif, et j'ai mes raisons là-dedans, ne résiste pas euh, à l'ensemble de la problématique de la vague belge. Je m'explique. On va considérer les choses à minima et prétendre que la vague belge représente environ 3000 manifestations, 3000 observations ou 3000 témoignages donc de prétendus ovnis. Ceux-ci sont disséminés dans toute la Belgique. Et on comprend très facilement que ces témoins situés un petit peu partout dans les différentes provinces, presque à l'exclusion des Flandres, ne pouvaient évidemment pas observer ce qui se passait dans un jardin à Verviers. C'est absolument impossible. Il y a un autre point de logique évidemment, c'est que si l'armée belge avait dû faire décoller des F-16 pour une maquette de frigolite située dans un jardin à Verviers, la situation serait vraiment sérieusement grave. Il en va de même si les radars de l'armée belge, ou les radars en général d'ailleurs, devaient commencer à détecter des maquettes de frigolite dans un jardin quelconque. Hein, on serait à ce moment-là dans une situation pour le moins surréaliste. Voilà, donc absolument pas à peine peut-être une petite retouche, mais guère plus. Voilà, c'est tout.
Alors, si j'ai bien compris, votre petit jeu, l'agencement de vos questions va surtout consister à remettre en question l'authenticité de ce que j'avance dans mon livre et peut-être même en général. Eh bien, bon, ben, désolé, mais je ne peux que confirmer effectivement avoir exercé ce métier de détective privé, je dirais donc de la fin des années 70, c'est-à-dire 70 pour nos amis français, jusqu'au début des années 90, autrement dit 90, et notamment en raison de la loi Tobac, notamment, mais pas exclusivement. Voilà. Oui, bien sûr, mais vous semblez encore une fois croire que je tire derrière moi des tas de casseroles, alors qu'il n'y a rien de ça. En fait, donc, la loi Tobac réorganisait et modifiait la profession de détective privé ainsi que celle des agences de gardiennage, celle de portier, sauveteur ou plus exactement videur pour reprendre la terminologie exacte figurant dans l'article de loi. Elle impliquait notamment d'ailleurs de devoir refaire des études et représenter un examen pour lequel il fallait repayer une somme non négligeable. D'ailleurs, ça avait quelque chose d'assez frustrant et contraignant. Et c'est pas la seule raison en fait qui m'a décidé. La raison qui m'a véritablement décidé, c'était tout simplement que ça faisait déjà quelques années que je ne résidais plus à Bruxelles. Non, j'avais perdu un petit peu l'habitude de la capitale et je résidais à Soigny où j'étais occupé de fonder un foyer. Bon, euh, j'avais également la possibilité d'avoir un emploi fixe, stable, en fait, on était donc confronté à une situation où c'était un petit peu le jeu de la proie pour l'ombre, étant donné que parmi les contraintes concernant l'exercice du métier de détective privé, il fallait en faire sa profession principale, son exercice principal. En tant qu'indépendant, en plus, ou assujetti auprès d'une agence, mais de toute façon, ça représentait un risque que je n'ai pas voulu jouer, surtout dans le cadre de la fondation d'un foyer qui avait besoin de stabilité et pas de prendre des risques, tout simplement. Ouais, bien, je suis content que l'on en revienne quand même aux propos de mon livre, parce que il me semblait que j'étais parti dans toutes sortes de digressions qui s'en écartaient notablement. Alors, pour répondre à votre question, je veux dire que je ne crois en rien du tout. Je peux à dire que le verbe croire s'accommode très mal du vocabulaire scientifique, et nous nous revendiquons d'une approche scientifique, justement. Alors, adversaire résolu et très ferme des orbes, je veux dire oui, mais en relativisant malgré tout cette affirmation, grâce à la lecture d'un livre de Madame Sylvie Joubert, que je salue au passage, et qui appartient à l'Académie française d'ufologie. Ce livre en question, c'est le monde de Peter ou la sociologie des orbes, qui permet quand même d'avoir une vue un petit peu nuancée sur la question. Néanmoins, en ce qui me concerne, d'après mes expérimentations, celles réalisées au CERPI, je n'ai toujours pas trouvé d'arguments probants qui me permettent de déterminer de manière ferme et définitive que les orbes en question aient un rapport quelconque avec le surnaturel, le paranormal, l'ufologie ou quoi que ce soit. Il y a au contraire, me semble-t-il, une espèce d'évaluation probabiliste qu'il y a moyen d'effectuer. Je m'explique. Jadis, on évoluait sous le mode de la photographie en argentique. C'était en fait donc le résultat d'une réaction chimique. Il y avait déjà des orbes à cette époque, mais c'était beaucoup plus rare. C'était nettement plus rare. Et puis, on a eu subitement les appareils photonumériques. Et là, on a eu l'explosion du phénomène des orbes. Petit rappel pour ceux qui ignoreraient la question, les orbes en question, ce sont ces espèces de petites taches plus ou moins circulaires, blanches, qui apparaissent sur les photos, principalement donc dans le mode numérique. Mais c'était un peu normal, puisque du jour au lendemain, on offrait à la population la possibilité de reproduire autant de photos qu'on voulait, là où jadis, on était obligé d'aller déposer son film chez le photographe, d'attendre que celui-ci développe les photos en question pour pouvoir ensuite apprécier le résultat. Désormais, avec les appareils photo numériques, on pouvait prendre autant de photos qu'on voulait, on les stockait facilement, et on pouvait en apprécier le résultat à l'ordinateur. Évidemment, ça suscitait la curiosité des gens, puisqu'ils remarquaient beaucoup plus d'orbes par un principe très simple de probabilité de cette apparition.
Et donc, ça les rendait d'autant plus curieux. On reproduisait l'expérience, on faisait des photos en veux-tu, en voilà, et forcément, on en avait énormément. En dehors de cela, ben moi je persiste à croire, si on veut absolument utiliser le verbe croire, que ça provient d'artefacts quelconques, donc d'insectes, de particules en suspension, de gouttes d'eau, etc. Ou plus vraisemblablement de certains phénomènes relatifs à la propagation de la lumière. Bref, des explications parfaitement rationnelles. Il y a d'autres expériences que nous avons proposées, notamment avec un partenaire que nous avons rapidement exclu d'ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi. Les gens de ce partenaire en question proposaient quelque chose d'absolument remarquable, de fantastique. Ils avaient, soi-disant, donc des personnes qui étaient capables de faire venir sur commande des orbes sur les photographies. Alors ça, c'était apparemment magnifique. J'ai dit, voilà, si vous voulez, on va étudier le problème scientifiquement. On va réunir un ensemble d'experts qui vont agir avec des différents modes photographiques, donc en argentique, en alphanumérique et aussi en prenant l'appareil de Monsieur Tout-le-Monde. On va utiliser tous les réglages possibles et imaginables. Il y aura sur place également des médiums indépendants, mais également des scientifiques, des physiciens, des chimistes, des spécialistes en radiofréquence, etc., avec différents appareils de détection, de perception, etc. Bon, oui, d'accord, ok, ils acceptent, parfait. Et donc, le jour même, après donc toutes les préparations nécessaires, qui ne sont pas négligeables, hein, ça prend du temps, il faut trouver les disponibilités et tout ça, vient donc le moment de cette expérimentation, et c'est à ce moment-là que ces gens se désistent. Leur fameux ange en question, capable de faire apparaître des orbes parce que ce seraient des entités surnaturelles, des véhicules de transport d'entités de l'au-delà ou même d'extraterrestres, pourquoi pas, tant qu'on y est, eh bien, ces gens s'étaient désistés au dernier moment, quoi. Et puis après, quand je vois dans l'un de leurs sites ou de leurs forums l'apparition d'une photo sur laquelle on distingue par exemple 3 orbes, et où en légende on explique que les deux orbes, entre guillemets, les deux apparitions, les deux formations de gauche sont tout à fait normales, donc ne présentent rien de particulier, on ne peut pas les considérer comme des orbes, à contrario du troisième qui se trouve en haut à droite, toujours par exemple, qui lui est manifestement une boule d'énergie. Je dis, ah bon, d'accord, mais expliquez-moi ce qui vous permet de déterminer, de distinguer la différence entre les uns et les autres. Sur quoi vous basez-vous pour formuler cette affirmation d'une manière aussi péremptoire? Sur quels critères vous basez-vous? Et là, la réponse était du type, c'est comme ça puisqu'on vous le dit. Moi, je regrette beaucoup, mais c'est le genre de choses que je ne peux pas accepter. J'ai besoin de preuves solides, concrètes, ou du moins suffisantes. Et on amène la cerise sur le gâteau quand on voit que l'un des slogans de cette association ressemble à quelque chose du style « Ne me demandez pas de vous démontrer que c'est la vérité, démontrez-moi plutôt que ce n'est pas vrai. » Ou « Démontrez-moi plutôt que ça n'existe pas. » Je regrette, mais ça c'est une façon de voir les choses qui est absolument anti-scientifique, tout simplement parce qu'il est impossible de démontrer que quelque chose n'existe pas, sauf peut-être en mathématiques, mais on est loin du compte. Donc voilà, voilà la raison pour laquelle donc, ma position est ferme et quasiment définitive, au moins jusqu'à preuve du contraire. Ah, voilà cette affaire d'Arc-Tripon qui décidément me colle à la peau. Alors, qu'est-ce que je réponds à cette affirmation? Tout d'abord que j'ai écrit un livre à ce sujet, Le poltergeist d'Arc-Tripon, Vérité, scandale et désinformation, aux éditions Le Temps présent, dans la collection Fonction Psy, et que les gens prétendent tout et n'importe quoi. Ça me fait penser à ces gens qui prétendent que l'on n'a jamais mis les pieds sur la Lune. Et d'ailleurs, c'est vrai que Neil Armstrong n'a jamais mis le pied sur la Lune. Ni Louis ni Lance Armstrong n'ont mis le pied sur la Lune. Et même Neil Armstrong n'a jamais mis le pied sur la Lune. Il a mis les deux. Alors, pour répondre en fait à la question, je peux vous garantir, alors là, vraiment fermement, que nous avons dans cette affaire d'Arc-Tripon vraiment tout mis en jeu pour pouvoir être aussi objectif que possible, pour être objectif au maximum. Alors, comment peut-on
garantir ce genre de choses, objectivement? Comment peut-on démontrer que nous l'avons bien été? D'abord, il faut savoir que quand j'ai été avisé de l'existence de cette affaire, je n'y ai pas cru. Je sais que précédemment, je vous ai parlé du verbe croire en disant que bon, on ne croit en rien du tout. Ben justement, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, il faut étudier cette affaire, mais on va certainement trouver une explication rationnelle, ou alors on va trouver là ou les supercheries qui vont permettre de démontrer qu'il n'y avait rien de plus, rien de surnaturel, rien d'extraordinaire, qu'il y avait des explications à tout cela. Alors, on est allé plus loin, on a démontré que effectivement il y avait bel et bien des supercheries, mais attention, que ces supercheries étaient totalement insuffisantes que pour pouvoir se permettre de jeter l'enfant en même temps que l'eau du bain. Alors évidemment, il y a d'autres raisons. Parmi ces raisons, on va en citer quelques-unes. Le fait que nous ayons donné la parole, que nous ayons interviewé, écouté, noté attentivement et analysé les propos de toutes les personnes qu'il était possible euh, de, de joindre, de contacter, d'interroger, aussi bien les sceptiques que les personnes favorables, je dirais donc aux phénomènes inexpliqués, et que nous avons toujours tout analysé de A jusqu'à Z en essayant de réfuter chaque propos. Nous avons eu pour l'une de nos premières tâches celle de pouvoir exclure totalement, définitivement, le domaine du surnaturel dans l'affaire d'Arquois-Tripon. En effet, il était question, rappelez-vous, d'exorcisme, et d'exorcisme en plus au pluriel. C'était une particularité de l'affaire qui avait fortement, fermement tendance à la décrédibiliser, parce qu'on n'en était plus à l'époque de 73 ou 74, je pense, c'est-à-dire l'année de la sortie du film L'Exorciste, où les gens étaient beaucoup plus perméables aux affaires de possession démoniaque. En 1993, la situation était très différente et ces histoires de possession, ça ne tenait plus, ça ne marchait plus. On avait beau se trouver non éloigné de la ville de Lessines, connu pour son peintre surréaliste René Magritte, dont j'ai déjà parlé, et de son empire des Lumières qui avait inspiré William Friedkin pour l'affiche de son film culte. C'était plus le moment vraiment d'évoquer ce genre d'arguments. Et donc, nous avons réalisé des efforts tout particuliers, mais aussi objectifs, pour pouvoir éliminer ce domaine. Si nous ne l'avions pas fait, on aurait toujours pu dire qu'il subsistait un doute et que cela pouvait provenir des agissements de tel ou tel démon, du diable lui-même, ou d'une entité quelconque en rapport avec l'au-delà. Non, tout ça devait absolument être supprimé si on voulait pouvoir trouver une explication scientifique ou tout du moins rationnelle. Nous sommes allés beaucoup plus loin puisque nous avons émis une hypothèse aussi scientifique que possible avec l'aide de scientifiques et qui correspond tout à fait à ce que l'on peut rencontrer sur le terrain en fait de contexte psychosocial, je dirais général ou particulier, c'est-à-dire au niveau des intéressés eux-mêmes. Nous sommes allés encore plus loin en tentant nous-mêmes une vaste opération de brainstorming qui tentait à expliquer la totalité des phénomènes uniquement par le scepticisme. C'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper, donc bien entendu, tout ce qui s'était passé à Arquois-Tripon, et d'essayer de tout expliquer de A jusqu'à Z avec des explications rationnelles. Et toujours, quels qu'aient été nos efforts, nous nous sommes heurtés à un mur au-delà duquel il était impossible d'aller. Ça ne tenait plus, c'était invraisemblable, ça devenait de la science-fiction, c'était absolument aberrant. Autrement dit, le mystère demeure absolument entier à l'heure actuelle, et il y a pour l'instant une seule hypothèse que l'on peut privilégier, c'est celle de la psychokinèse récurrente spontanée. En dehors de cela, je dispose bien d'une autre hypothèse, mais je n'en parlerai pas pour le moment parce que il me manque encore certains éléments
Ça doit encore être étoffé et je ne désire pas m'avancer plus avant sur ce sentier glissant sans disposer des éléments suffisants. Mais de toute façon, ça reste vraiment une affaire très mystérieuse et l'objectivité n'a vraiment pas manqué dans nos rangs. Ça, c'est franchement le moins que l'on puisse dire. De A jusqu'à Z, on a tout le temps essayé d'être le plus objectif possible. Alors ça, c'est peut-être la question la plus embarrassante que vous m'avez posée jusqu'ici. Et pourtant, je vais y répondre et je vais y répondre sincèrement, même si ça me plonge un petit peu dans l'embarras. Je vais dire que voilà, donc oui, je suis croyant, et oui, je suis chrétien, et oui, je crois en Dieu. Euh, Par contre, il faut relativiser ces propos. Je suis croyant et chrétien parce que papa-maman l'ont décidé ainsi, parce que j'ai été éduqué comme ça, parce que j'ai rien eu à dire. Donc je suis croyant, chrétien, par imprégnation parentale. Mais ça n'est pas resté en l'état indéfiniment. Effectivement, en évoluant, en grandissant, en vieillissant, on finit par s'apercevoir que dans l'enseignement que l'on a reçu, il y a certaines aberrations, des choses qui ne tiennent pas debout, des choses à revoir, des trucs qui posent question et qui justement nécessitent des réponses. Et on finit par devenir dissident et se faire sa propre religion, la religion que l'on accommode soi-même un petit peu à sa sauce, que l'on revoit en fonction des critères que l'on a étudiés. Euh, Croyant, bon, par rapport au verbe croire, ça j'ai déjà répondu. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que, évidemment, il y a longtemps que je ne crois plus en Dieu comme étant un vieillard à barbe qui évolue sur un nuage. Et il y a beaucoup de choses qu'on pourrait expliquer au niveau de la Bible, au niveau des miracles, par exemple, parce que, bon, justement, petite anecdote au passage, au CERPI, nous avons expliqué, par exemple, euh, comment se faisait la marche à pieds nus sur les braises. C'est un artifice qu'aurait pu utiliser un certain Jésus-Christ pour essayer de démontrer qu'il était le Fils de Dieu. Bon, alors là, moi je vais dire, Jésus-Christ, d'après ce que j'ai pu comprendre, et notamment à la lecture de Suétone dans la vie des 12 Césars, a bel et bien eu une existence historique. Voilà, le personnage a existé, il a très vraisemblablement été crucifié. De là à dire que ce personnage historique euh, ait vraiment été le Fils de Dieu, c'est une autre histoire. Là, il subsiste des doutes. Qu'il y ait quelque chose, de bizarre, de mystérieux, qu'il existe une entité supérieure, ça me paraît tout à fait vraisemblable, mais pas comme on nous l'a exposé. Je maintiens que, pour ma part, on nous a livré un enseignement qui a été tronqué, qui a été modifié, qui a été arrangé, qui a été falsifié, et on n'est pas obligé de l'avaler tel quel. Voilà, grosso modo, ma position sur le sujet. Mais je voudrais quand même y ajouter une chose, c'est que si, comme certains, vous croyez, puisque vous êtes dans le domaine de la foi, si vous croyez que les croyants ou les chrétiens sont automatiquement pour autant des naïfs et des imbéciles, je dirais que l'imbécile, c'est vous. Parce que, en fait, parmi ces croyants, euh, ces chrétiens, ou d'ailleurs ces musulmans, ces juifs, peu importe, on trouve évidemment aussi de grands scientifiques qui démontrent ipso facto aussi le contraire. Voilà, je suppose que, comme réponse, voilà, c'est bon. Oui, bien sûr. Écoutez, j'ai encore vu Vladimir Poutine ce matin, on a pris le thé ensemble. Mais non, évidemment, bon, il n'y a pas de rapport de ce type avec la Russie. Mais ce qui prête à confusion, me semble-t-il, c'est le fait que
avec un collègue, non, un ex-collègue de travail. J'étais à la base donc du site de newbulgaria.be, qui est un site qui présente la Bulgarie et par extension les blocs de l'Est, essentiellement sous leur aspect culturel et touristique, je dirais. C'est par ce biais que j'ai fait la connaissance de Mme Svetlana Popova, qui est une ressortissante russe habitant en Bulgarie, à Plovdiv, et mariée avec un Bulgare. Et à partir de ces relations qui, au départ, étaient totalement professionnelles, c'est mué par la force des choses, au bout de plus de 20 ans, en une amitié, comme il en existe beaucoup, sauf que celle-ci se base sur vraiment des personnes tout à fait fiables, en dépit de tous les préjugés que l'on peut émettre à propos des personnes de Russie et des blocs de l'Est, du bloc de l'Est. Voilà donc à peu près ce que l'on pouvait dire, sauf qu'on peut encore y ajouter que par extension, j'ai fait la connaissance aussi donc d'autres personnes de ces mêmes pays et d'ufologues russes, entre autres, excellents d'ailleurs. Et voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. Ensuite, pour la deuxième question, est-ce que j'ai des rapports avec le satanisme? C'est une question qui n'est pas innocente et qu'on m'a posée plusieurs fois, parce que, en se basant sur le livre, quand on regarde, certaines personnes à l'esprit peut-être un petit peu perturbé, ou bien qui vont chercher trop loin, vont trouver effectivement dans certaines pages, notamment au début, en plus du mannequin piece bizarroïde, un peu dérangeant, avec le fémur qui dépasse, tout ça, c'est... Bon, eh bien, à la page suivante, à l'intérieur du livre, ça se passe ici, je ne sais pas si vous voyez bien, eh bien, on voit une espèce de diable avec la fourche, enfin le trident plus exactement, qu'il tient en main, mais dont l'origine semble se situer au niveau du pénis. Et de là, évidemment, à imaginer des rapports avec le satanisme, ou bien, disons, des sous-entendus, des choses sous-jacentes qui auraient trait au satanisme, d'autant que j'évoque quand même aussi l'histoire des sorcières du grand sabbat d'Elzel, etc. Bon, il n'y avait peut-être qu'un pas pour certains, mais c'est vraiment aller très vite, trop vite, en besogne. Donc, non, aucun rapport avec le satanisme, bien entendu. Quant à la troisième question, ce sera aussi votre dernière, parce que là, vous y allez quand même un peu fort. Non, bien sûr, non. Catégoriquement, non. Il ne faut pas oublier à ce niveau-là que j'ai de ma famille des personnes qui ont été déportées en Allemagne pour le travail obligatoire, des personnes qui ont été torturées par les nazis et qui sont décédées sous la botte de ces mêmes nazis. Donc j'aurais beaucoup de mal à avoir des affinités avec ces gens. Là aussi, ce qui peut prêter à confusion dans une certaine mesure, mais tout de même il faut aller chercher loin, c'est mon dada pour la guerre 40-45. Bon, les gens qui ont vu le film, par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan, ne sont pas pour autant des néo-nazis ou des nazis tout court, évidemment. Ce qu'on peut déplorer, c'est qu'il y a trop de gens qui regardent peut-être des films ou des documentaires sur la guerre 45, un petit peu comme s'ils regardaient des séries sans trop se rendre compte que là-dedans, il y a des morts et des tués, il y a des tortures, il y a des choses abominables, il y a des tragédies sociales, familiales, etc. Que cette guerre a été extrêmement meurtrière, et que non, résolument non, je ne peux pas être ni pro-nazi, ni néo-nazi, ni négationniste, ni antisémite, ni quoi que ce soit. Donc là, c'est une réponse claire, ferme et définitive. Je n'ai aucun rapport avec ces trucs, ces machins néo-nazis. Et comme je l'ai dit, voilà, c'était votre dernière question, parce que là, ça suffit. Hein. Donc voilà, comme disait l'autre, l'émission, eh bien maintenant, elle est terminée. Quant à moi, en dehors de cela, bien entendu, je vais vous remercier vivement de votre attention. Et je vais vous souhaiter plein de bonnes choses et vous fixer rendez-vous dans la prochaine vidéo de la chaîne du circuit-officiel.be. Bye bye, salut.